bien, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, merci à vous. On va vous parler de design et du UX design avec Karine Lallemand, ici, qui est professeur, chercheur à l'Université de Luxembourg, qui accompagne aussi des étudiants de Lyon. Je crois qu'il y a quelques étudiants de Lyon qui sont là. Qui est aussi l'auteur d'un best-seller méthode de design UX, pardon, un livre auquel ton éditeur ne croyait pas, c'est ça? Et donc aujourd'hui, en fait, on va essayer de voir comment on peut faire le lien entre les scientifiques, et il y a des scientifiques en fait en UX design, et les professionnels dont vous faites partie. Karine, c'est à toi. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler d'expérience utilisateur. Vous allez me dire comme d'habitude, quand c'est moi qui parle, et notamment des méthodes qu'on appelle guérilla, et qui sont réputées pour être plutôt quick and dirty. Donc mon objectif, ça va être de vous montrer qu'on peut faire du quick and clean et qu'on peut se donner les moyens vraiment de faire de l'UX quand on n'en a a priori pas les moyens. Alors moi, je suis chercheur, comme l'a dit Stéphane, en design UX, et mon travail quotidien, passionnant, consiste à créer ou à adapter des méthodes pour concevoir ou évaluer l'expérience utilisateur. Donc ça peut paraître étonnant que moi, en tant que scientifique, je vienne parler de guérilla, alors qu'on s'attend plutôt à ce que je vous parle d'approches hyper rigoureuses, hyper valides. Mais l'un de mes objectifs, justement, c'est de vous fournir à vous professionnels des outils pour que vous ayez à disposition les meilleures méthodes UX pour vos projets. Et on va voir que ce n'est pas en contradiction, en fait, avec une approche guérilla, mais ça dépend de ce qu'on appelle guérilla. Donc depuis plusieurs années, le guérilla UX il est devenu super populaire et principalement sous la forme de courts entretiens ou de courts tests utilisateurs que moi j'appelle en mode Starbucks. Alors pourquoi je les appelle comme ça? C'est parce qu'en général, donc là comme sur l'image, vous avez un designer qui va s'installer dans un bar et qui va proposer un café gratuit en échange de la participation à une étude pendant quelques minutes. Alors le problème avec cette façon de faire du guérilla, c'est que ça ne respecte pas l'un des principes les plus importants quand on collecte des données en design UX, c'est-à-dire qu'on doit les collecter auprès de nos utilisateurs cibles. Et finalement, quand on voit ça, à part si vous travaillez pour une grande chaîne de bars, brasseries, etc., il y a peu de chances que les gens aléatoirement qui fréquentent Starbucks soit vraiment vos utilisateurs cibles ou que vous puissiez les filtrer de manière efficace sans perdre de temps. Donc effectivement, le guérilla UX, ça va impliquer en général de faire des compromis, mais si les compromis qu'on fait remettent en question la pertinence des données qu'on collecte, alors vous avez mal choisi votre technique. On associe en général la notion de guérilla avec celle de quick and dirty, parce qu'évidemment, dans la forme du test guérilla, qu'on connaît, il y a pas mal de compromis qui sont faits sur la qualité et sur la pertinence des données collectées. Mais moi, je vais vous montrer qu'il existe plusieurs formes de guérilla et qu'on peut vraiment faire du guérilla qui est quick and clean. Donc avant que je vous donne des exemples, faut comprendre que le guérilla, ce n'est pas spécifique finalement au test utilisateur. On peut appliquer une philosophie guérilla à toutes les étapes du process de design UX et pour quasiment toutes les méthodes classiques que vous connaissez. Donc moi, ici, dans cette conférence, je vais avoir une vision qui est beaucoup plus large du guérilla que simplement celle des tests utilisateurs. Et je vais définir le guérilla plutôt comme le fait d'adapter des méthodes dites classiques, on va dire, pour tenir compte des contraintes de vos projets. Et ces contraintes, elles peuvent être des contraintes de budget, de temps, ça c'est le cas le plus fréquent, mais aussi des contraintes liées à l'expertise, au fait que vous ne maîtrisiez pas forcément une technique un peu compliquée, à vos utilisateurs, qui peuvent être peu disponibles pour des méthodes classiques, ou à votre problématique. Et donc, ce que je souhaite, en fin de compte, c'est de vous montrer comment faire des compromis, mais sans compromettre la validité de vos résultats. Parce que si vous économisez du temps, c'est bien, mais si ça vous mène à des résultats qui, au final, sont invalides, alors même le peu de temps que vous avez gagné était déjà du temps gâché. Alors, dans les exemples que je vais utiliser, vous allez retrouver ces petits pictos sur le côté qui montrent les avantages de la technique guérilla par rapport à la méthode classique dont elle est inspirée. Les principales raisons de faire du guérilla en UX design, c'est bien sûr réaliser des choses quand on a moins de temps et moins d'argent. Mais il y a d'autres raisons valables de faire du guérilla et
et d'utiliser une alternative guérilla plutôt qu'une méthode classique. Donc, au-delà des économies, j'espère pouvoir vous montrer aujourd'hui que le guérilla peut parfois être une opportunité. Donc, dans le sens où il y a des techniques guérilla qui pourraient, dans certains cas, dans certaines conditions, être plus adaptées que les méthodes classiques auxquelles elles renvoient. Alors, il y a certaines variantes guérilla qui sont, par exemple, moins susceptibles de provoquer des biais, que ce soit au niveau des réponses du participant, quand c'est des méthodes qui impliquent des participants, ou au niveau du concepteur. Puisqu'en fait, dès qu'on conçoit quelque chose, on a en fait tout un tas de biais qui peuvent venir polluer le processus et la collecte de données. Le guérilla peut aussi avoir des effets positifs sur l'échantillon de participants impliqués. Puisque du coup, si grâce aux techniques guérilla, on arrive à réduire les temps de passation, ou qu'on fait des passations à distance, ou des passations de manière autonome, donc c'est-à-dire que les gens vont répondre tout seuls aux activités que vous allez leur proposer, alors vous êtes capable d'atteindre des gens que vous n'auriez peut-être pas atteints avec des méthodes classiques. Puisque, en général, c'est un biais très commun à toutes les méthodes de design UX, quand on fait des entretiens, on recrute en entretien que les gens qui sont déjà un peu motivés par la thématique ou par la récompense, tout dépend ce que vous offrez, mais généralement ils sont motivés par la thématique et ils ont déjà un biais d'échantillonnage que vous pouvez en fait un petit peu éviter si vous avez des méthodes beaucoup plus courtes, où là, il n'y a pas besoin d'être tellement engagé avec vous pour vous répondre en 5 ou 10 minutes. Donc, je vais vous citer maintenant des exemples d'alternatives guérilla à différents stades du process. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. J'espère que ça va vous donner des idées. Alors, accrochez-vous, on commence. Le vif du sujet. Donc, à la phase d'exploration. L'entretien, c'est une des méthodes phares du designer pour comprendre les besoins utilisateurs. Ça permet effectivement de recueillir des données qualitatives qui sont super pertinentes pour votre projet, mais dans le format classique, un entretien, c'est généralement une rencontre en face à face qui va durer 45 minutes à 1 heure probablement. Il faut donc définir le protocole, recruter les participants, puis les inviter ou les rencontrer dans un lieu prédéfini, passer cette heure avec eux, retranscrire les données textuelles, donc ça c'est généralement ce qui est aussi très chronophage. Et en plus, l'entretien, ça demande une certaine expertise parce qu'il faut être capable de relancer l'utilisateur sans le biaiser. Et ça, c'est super difficile. On le fait quand on a fait des études en psychologie ou en sociologie, on est un petit peu plus familier de ce genre de technique, mais si on n'a pas ce background-là, ça peut se compliquer rapidement et on peut, sans faire exprès, aller biaiser directement les réponses de l'utilisateur dans l'entretien. Donc la première variante que je vous propose, c'est l'entretien virtuel. Donc l'entretien virtuel par email, jusque-là, rien de difficile. Le principe, c'est que vous allez recruter plusieurs participants en parallèle et que vous allez leur envoyer donc, la première question de votre entretien par email. Donc chacun des participants va pouvoir répondre à son rythme, et comme vous les faites en parallèle, ça va vous faire un sacré gain de temps, puisque vous pouvez imaginer de faire 20, 30 entretiens si ça vous chante en parallèle. Et les participants donc vont faire ça de manière asynchrone, c'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent une de vos questions, ils prennent le temps de répondre, ils répondent, et quand ils ont répondu, seulement là, vous faites votre relance, et l'entretien en fait continue comme ça, comme un échange d'emails. Alors si ça paraît moins riche qu'un entretien en face à face, il faut savoir que l'entretien virtuel a quand même de nombreux avantages. Le premier, c'est que la passation elle est autonome et en parallèle. Le deuxième, c'est qu'il y a moins de biais de participants. Donc là, il y a pas mal d'études qui ont montré que dans les entretiens virtuels, les participants vont élaborer leurs réponses beaucoup plus, puisqu'ils ont beaucoup plus le temps d'y réfléchir. Et ils vont aussi être plus à même de parler de choses éventuellement sensibles ou d'expériences très personnelles. Et c'est exactement ces expériences-là qui vous intéressent quand vous explorez les besoins utilisateurs. De votre côté, vous avez besoin moins d'expertise, puisque au moment où la personne vous répond, vous avez le temps de réfléchir à votre relance et éventuellement même de la faire relire rapidement pour voir s'il n'y a pas de biais évident dans la relance. Et dernier aspect, la retranscription est déjà prête, puisque c'est les gens eux-mêmes qui vous ont tapé le texte à l'ordinateur. Et ça, franchement, même quand on retranscrit des entretiens que sur des notes, on voit que c'est un avantage non négligeable. Par contre, il y a toujours des limites. La première, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils vont répondre vite. On a peut-être besoin de les relancer. Donc c'est pour ça qu'on peut éventuellement recruter plus. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas la richesse, effectivement, des échanges verbaux ou non verbaux en face à face. Mais
de nos jours, on arrive quand même, que ce soit avec les émoticônes ou autres, à avoir une espèce de richesse de dialogue. Alors, deuxième variante, si on s'éloigne un tout petit peu plus de la méthode de l'entretien, mais qu'on garde le même but de recueil de données qualitatives riches sur les besoins et motivations des utilisateurs. Donc là, il y a une méthode qui est super intéressante qui s'appelle la complétion de phrases. Et le principe est très simple. Vous allez dans un questionnaire, à la place des traditionnelles questions ouvertes, auxquelles personne ne répond jamais, donc arrêtez avec les questions ouvertes, ça ne marche pas. Donc vous allez plutôt mettre des débuts de phrases à compléter. Donc un début de phrase, par exemple, ça pourrait être « Ce qui me frustre le plus quand je lis un livre numérique, c'est… » ou bien « Ce que j'aime le plus à Blend Web Mix, c'est… » Et là, vous voyez qu'en fait, il y a une espèce de spontanéité, on a tout de suite quelque chose qui nous vient en tête, donc il y a une espèce de facilité d'engagement dans la réponse. Et ça vient, enfin, la technique vient initialement des méthodes projectives en psychologie. Et du coup, c'est engageant, parce que les participants vont avoir envie spontanément de répondre à votre stimulus, qui est le début de phrase. Dans les études qu'on a menées à l'université, et avec une étudiante, Emeline, qui est dans la salle d'ailleurs, le taux de réponse dans les phrases à compléter, on a vu qu'il est nettement supérieur à ceux des questions ouvertes, et qu'il y a une vraie richesse des données, qui pourrait potentiellement vous économiser des entretiens, parce que vous avez réussi à creuser les aspects de manière assez en profondeur. On a ensuite en UX design comme méthode classique l'observation. Ça consiste à aller sur le terrain pour recueillir des données sur les comportements et attitudes des utilisateurs cibles. Donc dans la version classique de l'observation, on réfléchit à ce qu'on veut observer, on va définir un protocole, puis on prépare une grille d'observation. Souvent, on met au courant les participants qui vont être observés, donc on doit leur demander la permission de les observer. Et on va prendre des notes sur le terrain avant de retranscrire tout ça et puis de synthétiser. La variante la guérilla la plus connue de l'observation, elle s'appelle Fly on the Wall. Et comme une mouche sur un mur, vous allez en fait vous fondre dans le décor, et souvent dans un lieu public, pour observer des personnes sans interférer dans leur comportement. Donc ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, quelles sont leurs réactions. Est-ce qu'ils expriment des émotions positives ou négatives? Alors, pour vous, concrètement, vous allez essayer de vous mettre assez près pour pouvoir vraiment observer la situation, les interactions. S'il y a une interaction avec une borne à la SNCF ou s'il y a une interaction quelconque, vous allez vouloir essayer de voir l'écran un petit peu. Et aussi éventuellement d'entendre les remarques, les commentaires que font les gens. L'avantage de cette technique, c'est évidemment le temps que vous allez gagner, et aussi le fait que vous n'interférez pas dans les comportements. Donc il y a moins de biais. La deuxième variante de l'observation, qui va pouvoir paraître un peu étrange, puisque je prône normalement de toujours impliquer des utilisateurs cibles quand on fait des observations, des entretiens, c'est l'auto-observation. Alors l'auto-observation, comme son nom l'indique, ça consiste à s'observer soi-même dans la réalisation de tâches. Et en l'absence de participants, évidemment, il ne faut pas se leurrer, ce que vous allez observer, les résultats que vous allez observer, ils sont moins représentatifs, ils ne sont pas représentatifs d'ailleurs des utilisateurs cibles. Par contre, l'auto-observation, c'est vraiment une bonne base pour comprendre la problématique et pour développer de l'empathie pour les utilisateurs. Ça vous permet après de créer vos scénarios d'usage, vos guides d'entretien, etc., en ayant une meilleure vue en fait, d'ensemble sur les interactions que vous étudiez. Donc, Emeline Mercier a en fait, complètement en guérilla et complètement par hasard, réalisé un jour, elle a appliqué ces deux techniques en même temps, l'auto-observation et le fly on the wall, dans la salle d'attente d'un aéroport. Et donc, curieuse, elle m'envoie un texto, elle me dit « Tiens, il y a une borne de lecture dont on avait parlé une fois. Il y en a une dans la salle d'attente de l'aéroport où je me situe. Et c'est rigolo de voir qu'est-ce que les gens en font. » Alors, je lui dis « Écoute, j'aimerais bien que tu me prennes des photos et que tu essayes d'appliquer les deux techniques. » Et donc, voilà ce qu'elle a fait. Donc, lors de l'auto-observation, elle a remarqué d'abord que la borne que vous voyez là, elle est très simple d'utilisation. Effectivement, il n'y a que 3 boutons. Et les boutons, en fait, représentent la durée de lecture de la petite histoire qui va être imprimée pour vous. Donc 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes.
Donc là, on appuie sur n'importe lequel des boutons, 3 minutes, et s'imprime un petit ticket, comme un ticket de caisse, avec votre histoire. Ça peut être des histoires ou des poèmes. Généralement, c'est des textes en accès libre. Ce qu'elle remarque à ce moment-là, c'est que le bruit de l'impression et le rythme un peu de l'impression sont assez plaisants. Mais malheureusement, on ne peut pas choisir le genre de littérature qu'on aime. Donc ça nous imprime vraiment quelque chose au hasard. Et le texte n'est pas forcément... C'est assez ardu, souvent, un peu des poèmes. Faut s'accrocher. Ce n'est pas forcément le truc qu'on lirait dans une salle d'attente, d'ailleurs. Après, dans la deuxième phase, dans l'observation Fly on the Wall, donc là, elle regarde un peu ce que font les gens, et elle se rend compte que c'est principalement des enfants qui sont attirés vers la borne. Le problème, c'est que la borne n'est pas du tout faite pour les enfants, et on ne peut pas choisir non plus un style de lecture qui leur soit adapté. Donc du coup, les enfants ils jouent un peu avec les boutons, ils impriment un truc pour leurs parents, mais eux-mêmes ne peuvent pas s'en servir. Il n'y a aucun utilisateur qui retourne une deuxième fois à la borne, alors que généralement les temps d'attente sont beaucoup plus longs que 1, 3 et 5 minutes, donc ils auraient le temps d'y retourner une deuxième fois, mais ils n'y retournent pas. Et sur le petit détail, il n'y a pas non plus de poubelle qui permet de jeter son histoire quand on a fini de la lire. Donc là, vous voyez en fait comment 2 techniques simples, en moins de 20 minutes, vous permettent déjà d'appréhender des problèmes qui auraient pu probablement être anticipés pour avoir plus de valeur sur ce produit, qui est la borne, les bornes d'attente, les bornes d'impression. Dernière méthode que je vais évoquer pour la phase d'exploration, mais il va y en avoir d'autres pour les autres phases, ça va être les sondes culturelles. Donc ça, c'est la méthode classique. Dans la version classique, les sondes culturelles, c'est des petits kits d'objets qu'on va concevoir de manière créative, un peu provocatrice, un peu évocatrice, pour encourager des participants à documenter leurs expériences, à interpréter leurs expériences et leurs idées. Dans la méthode classique, on a vraiment une espèce de relation qui doit se créer entre le concepteur et les participants, qui sont souvent rencontrés par l'équipe de design plusieurs fois en amont pour comprendre un petit peu déjà ce qu'ils aiment, quel est le type de kit qui va les faire réagir, etc. Et ensuite, on va créer le kit, et c'est assez chronophage parce que là, on doit créer normalement plusieurs activités, entre 5 et 10, selon les kits de sondes que vous voulez faire, et on doit les travailler de manière un petit peu artisanale. Il ne suffit pas simplement d'imprimer un truc, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de petit... voilà, faut que ça ait l'air d'un cadeau de vous envers les participants. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de créer des kits de sondes complets, donc vous pouvez créer ce qu'on appelle des sondes de passage. Donc ça vous coûte quasiment rien, et c'est assez intéressant. Comme leur nom l'indique, vous allez en fait déposer une seule sonde dans un lieu de passage qui est fréquenté par vos utilisateurs cibles. Donc au premier coup d'œil, votre sonde doit vraiment interpeller les utilisateurs. Donc ça, c'en est une que j'ai vue moi-même au pôle de design à Villefontaine, quand j'étais là-bas. Et en fait, je passe dans un couloir et je vois ce petit papier qui me dit « Raconte-moi une conversation que tu as eue avec un inconnu ». Et sur le coup, c'était je me suis sentie interpellée, je me suis sentie engagée, et en même temps, c'était fun et ludique. Donc j'ai pris le petit papier, c'était un flyer tout bête, qui coûte rien. Et à l'arrière, il y avait genre 10 lignes blanches où je pouvais raconter une expérience avec un inconnu. Le but du projet, je pense qu'ultimement, c'était, je ne me suis pas tout à fait renseignée, je n'ai pas rencontré la personne qui l'a fait, mais je pense que le but du projet, c'était d'aller créer des rencontres entre inconnus dans des lieux où les gens ne se parlent pas, par exemple, pour aller créer du lien. Quand vous créez des sondes de passage, essayez toujours d'avoir un ton amusant, provocateur, rêveur. Formulez un petit peu des demandes comme ça à l'impératif. Il faut que ça interpelle les gens, en fait. Déjà, il faut qu'ils le voient. Et au moment où ils lisent, la phrase d'accroche doit être parfaite pour que la personne ait vraiment envie de se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est ça ?» Donc au moment où là, vous l'avez attrapé. Et une fois que la personne a votre truc en main, il faut là que ce soit très facile à utiliser. Si ça a l'air compliqué, si ça a l'air trop chiant, si ça a l'air de prendre du temps, alors les gens vont définitivement juste le regarder et puis pas le remplir. Sur la même idée, vous pouvez aussi partir sur un safari photo. Donc là, ça permet de comprendre votre thématique à travers le regard des participants. Vous allez les envoyer en safari photo. Alors, ils vont être loin de la savane, souvent, dommage. Mais le but, c'est vraiment qu'ils vous prennent en photo des choses qui font sens pour eux par rapport à votre thématique. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir le thème du safari, définir un petit livret d'instructions avec des thèmes assez génériques de photos qu'ils doivent prendre, en laissant bien entendu assez d'ouverture et de place à l'interprétation des gens, parce que si vous balisez trop, vous n'avez plus d'exploration des besoins. Et puis vous allez les envoyer sur le terrain. Généralement, ça va vite, ils peuvent le faire chez eux ou vous pouvez le faire avec un groupe, ça dépend vraiment des cas.
Une fois qu'ils ont fini, vous allez collecter les photos que vous leur aurez demandé au préalable d'annoter, juste pour vous dire qu'est-ce que ça représente pour eux, si c'est positif ou négatif et qu'est-ce que c'est. Et vous allez synthétiser ça pour mieux comprendre les besoins, motivations de vos utilisateurs. On passe maintenant aux méthodes de synthèse et d'idéation. Donc la première méthode, ce sont les personas. Alors, les personas, c'est un sujet vaste et complexe, assez intéressant, parce qu'ils sont très connus en marketing. Et nous, en UX Design, on les utilise sous une forme un peu plus rigoureuse. Désolée pour les marketeurs dans la salle. Mais on les utilise de manière différente, et ça demande vraiment beaucoup de temps et de préparation. En UX Design, ce qu'on fait, c'est qu'on base la création des personas sur des collectes des données d'exploration. Donc, entretien, observation, centre culturel, ce que vous voulez. Vous allez utiliser ces données-là pour créer vos personas. Puis, une fois que vous avez collecté ces données sur le terrain, vous allez les synthétiser. Et ensuite, ça se corse un peu, puisque vous allez devoir trouver des patterns dans les données pour identifier les profils de vos personas. Donc ça, c'est l'étape la plus complexe. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est à l'université. On a fait un atelier persona basé sur 56 entretiens utilisateurs qu'on a résumés sur des fiches individuelles. Et on a réussi, grâce à ça, à créer 15 variables sur lesquelles on a placé 900 petites fiches. On s'amuse beaucoup à l'université. Et on a réussi, avec ces 900 petites fiches, à créer des patterns en fait, de personas sur les différentes variables. Au final, 3 murs complets, une journée de 10 UX designers. Donc, gros travail, les personas. Et ensuite, seulement une fois qu'on a ces variables, on va créer les fiches personas. Si vous n'avez pas le temps de faire des personas, et c'est souvent le cas, vous aurez peut-être tendance à créer des faux personas, ou pas de personas du tout, vous allez me dire. Mais sachez que les faux personas, on les appelle aussi ad hoc persona, proto-persona ou bullshit persona. Ils ne sont pas recommandés évidemment en termes de validité des données, comme le bullshit l'indique. Mais par contre, on peut trouver une alternative intéressante pour quand même les utiliser. Et ça consiste, donc moi je les ai appelés proto-persona confrontés, je l'ai inventé, c'est pas un terme qui existe. Mais ça consiste en fait à créer des faux personas basés sur vos propres hypothèses ou sur le peu de données que vous avez à l'intérieur de l'équipe. Il y a toujours des données à l'intérieur de l'équipe, donc ne négligez pas aussi dans vos projets le fait que vous avez déjà une certaine connaissance, peut-être grâce à des études antérieures, peut-être grâce au marketing, peut-être grâce au service client. Donc vous allez créer ces petits profils de faux personas et vous allez les envoyer par mail ou en physique, selon les cas, à des utilisateurs cibles. Et vous allez demander à ces utilisateurs cibles simplement de lire la fiche persona, donc ça leur prend une dizaine de minutes, et de commenter, avec un petit stylo rouge, tout ce qui ne leur correspond pas. Donc tout ce qui, quand ils le lisent, ce n'est pas du tout eux. Et à l'inverse, de vous commenter avec des petits plus, tout ce qui leur ressemble. Donc tout ce qui pourrait effectivement refléter leur propre motivation par rapport à votre thématique. Donc en leur demandant ça, ils vont vous renvoyer les petites feuilles, ils peuvent les scanner ou vous les redonner comme ça, avec toutes les annotations qui vous montrent en quoi vous êtes trompé dans votre persona. Et en faisant une synthèse de ces données-là, vous allez arriver à itérer et à avoir des personas de meilleure qualité sur une base qui était sur une base qui était invalide initialement. Ce qui est intéressant ici dans cette méthode, et on a été confronté plusieurs fois à ça, c'est que ça vous permet d'interroger des gens qui ne sont pas du tout motivés par votre projet ou qui n'ont pas le temps de vous consacrer 1 heure pour un entretien. Donc ça vous permet d'envoyer ce truc en disant aux gens, voilà, ça te prend 10 minutes, juste est-ce que tu peux me dire si ça te ressemble ou si c'est trop éloigné de toi, et qu'est-ce qui ne te ressemble pas, qu'est-ce qui est éloigné de toi. Et du coup, les participants, en 15-20 minutes, vont être beaucoup plus à même finalement de vous répondre, et vous allez améliorer votre échantillon. Donc quelque part, en partant d'une base très branlante, vous allez réussir quand même à avoir quelque chose qui est peut-être meilleur même pour votre projet. Ensuite, le brainstorming. Donc je n'ai sûrement pas besoin d'expliquer ce qu'est le brainstorming classique. Donc normalement, ça se fait en groupe, avec un animateur. Une alternative guérilla au brainstorming, ce serait la technique qu'on appelle du notebook, donc le carnet de notes. Ça paraît moins intéressant en termes de dynamique de groupe que le brainstorming, puisqu'en fait, ça se fait tout seul. Alors, je vous explique. Vous donnez à chaque participant qui doit participer à votre brainstorming un carnet dans lequel, sur la première page, vous avez la problématique à répondre. Donc, la personne sait exactement sur quel thème elle doit générer des idées. Puis, vous allez demander aux participants de noter chaque semaine 3 idées par jour dans son carnet
pendant une semaine. Bon, le timing, je dis une semaine, mais comme vous voulez. À la fin de la semaine-là, les participants vont échanger leur carnet de notes. Donc, vous allez donner votre propre carnet, les participants vont donner leur carnet à un autre et recevoir le carnet d'un autre participant qui aura donc déjà des idées inscrites à l'intérieur. Le but, c'est que pendant une semaine supplémentaire, le participant va commenter, critiquer, élaborer les idées du participant précédent et en ajouter de nouvelles sur base des idées qui sont déjà dans le carnet de notes. Et vous faites ça de manière itérative pendant le nombre de semaines ou le nombre de tours que vous voulez. À la fin, vous collectez tout ça, vous synthétisez les données et vous pouvez éventuellement les discuter ou les trier pendant un atelier, mais ce n'est pas forcément le but ultime de refaire après un brainstorming. Donc là, vous allez me dire, oui, mais on va perdre la dynamique de groupe, et la dynamique de groupe, dans le brainstorming, c'est ce qui marche pour faire la génération d'idées. Mais ça, il faut savoir que c'est un stéréotype qui est faux. Il y a beaucoup d'études qui ont montré, à partir de l'avènement du brainstorming dans les années, à partir des années 80, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en fait, on génère mieux des idées tout seul. Et que tous les brainstorming qu'on fait devraient être précédés, au moins au début de la séance, d'une phase individuelle, pour être vraiment utile. Donc du coup, c'est pas si invalide que ça, puisque là, la génération se fait seule dans un premier temps, mais après, on a quand même la possibilité de rebondir sur les idées des autres. Deuxième bonne idée, qui n'est pas une alternative, mais plutôt un complément quand vous allez mener des sessions de brainstorming, ce sont les cartes d'idéation. J'en parle assez souvent, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais c'est des sets de cartes de design qui présentent des concepts, des théories ou des stratégies qui aident à concevoir des expériences utilisateurs. Donc, les cartes d'idéation, elles vont vraiment soutenir la génération d'idées et elles vont vous aider à finalement créer des idées qui sont plus innovantes et qui sont basées aussi sur de la recherche, souvent de la recherche scientifique. Donc, du coup, elles font vraiment un pont entre recherche et pratique. Et il faut être honnête, dans la plupart des projets du X-Design, le parent pauvre que vous souvent n'essayez probablement même pas de faire, c'est d'aller creuser la littérature scientifique sur un sujet pour savoir ce qui se dit et si ça peut vous être utile. Donc là, l'avantage, c'est que les cartes, elles vous donnent cette base, des théories en psychologie, en sociologie, sur le design émotionnel, sur le design persuasif. Et en fait, grâce aux cartes, vous allez pouvoir améliorer la quantité et la qualité des idées que vous allez générer dans votre brainstorming. Et vous allez aussi pouvoir, donc ça marche très très bien pour vraiment focaliser l'équipe de conception sur la problématique et lui apprendre aussi à développer une sensibilité particulière pour des théories. Le gros avantage aussi, c'est que c'est gratuit. Souvent, ils sont téléchargeables gratuitement. Il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc voilà, sur les émotions, les besoins, les valeurs. Et après, sur des technos particulières. Vous pouvez aussi avoir des sets de cartes sur des technos. Phase de génération. J'espère que vous suivez toujours. Je suis consciente que c'est dense. Le maquettage. L'indispensable maquettage. Donc, le maquettage, ça consiste à construire une représentation concrète d'un système, produit ou service, de manière à l'évaluer avec des utilisateurs cibles, ou bien aussi, on peut servir de maquettage pour communiquer avec les parties prenantes aux les différentes étapes d'avancement du projet. Donc le maquettage en tant que tel, déjà, il permet lui-même de sauvegarder du temps dans un projet de toute façon, puisque si vous commencez votre projet en codant directement quelque chose et qu'ensuite vous vous rendez compte que c'est pas bon, vous allez recoder, 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 et ça, c'est beaucoup plus de travail que d'aller sortir une maquette papier ou d'aller faire du maquettage basse fidélité. Donc le maquettage, très important de sensibiliser aussi vos développeurs à ça, pour qu'eux-mêmes ils aient cette logique en fait d'aller d'abord représenter les choses de manière basse fidélité. Si vous voulez aussi impliquer les utilisateurs dans une démarche de co-conception, donc là j'ai deux idées. Le sketchathon, original, c'est pas moi qui l'ai inventé celui-là. Contraction entre le marathon et le sketching. Sketchathon, ça propose aux utilisateurs de dessiner leur interface idéale d'un système. Donc là, l'image que vous voyez, c'est une UX designer en Californie qui travaille toute seule dans un projet de bibliothèque et elle devait refaire le site web de la bibliothèque. Et comme ça arrive souvent, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui éventuellement font des projets seuls, malheureusement. Elle avait des ressources limitées et du coup, elle ne pouvait pas vraiment se permettre d'aller faire des grandes démarches, voilà, et toute seule, elle manquait vraiment de moyens pour aller maqueter son site web ou collecter des idées. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imprimé 200 templates de sketching,
comme ça, avec Sketch Your Ideal Library, et elle les a mis dans différents endroits de la bibliothèque. Et donc les gens en fait ont ainsi donné des propositions. Et il y a certains visiteurs d'ailleurs de la bibliothèque qui étaient même qui s'y connaissaient en UX design et qui ont donné des très intéressantes propositions qu'elle a pu ensuite synthétiser. Donc le but quand on fait du participatif, c'est pas de prendre les idées des utilisateurs telles quelles, mais il y a parfois des bonnes idées qui peuvent soit vous remettre en question, soit vous faire avancer sur votre process. Et de la même façon, vous pouvez aussi créer des kits de co-conception qui peuvent prendre une forme variée. Donc là, c'est un kit, celui que vous voyez là, c'est un kit qu'on a fait à l'université pour demander aux étudiants de créer leur espace d'apprentissage innovant, idéal, puisqu'on va créer de nouveaux espaces dans l'université. On a distribué 500 kits, on en a quasiment recueilli 150, ce qui est vraiment pas mal pour une démarche comme ça volontaire où en fait les gens doivent remplir tout seul et découvrir même le kit tout seul. Et on a eu vraiment des concepts de bonne qualité qui nous ont même challengés sur nos propres idées enfin, on a vraiment pu s'enrichir en tout cas concrètement dans le maquettage des idées des étudiants qui étaient à la fois des idées sur le mobilier dans l'espace mais aussi des idées sur les technologies. Une autre méthode classique en UX design ou plus précisément en architecture de l'information, c'est le tri de cartes. Donc le tri de cartes, il va servir à comprendre le modèle mental de vos utilisateurs pour créer une architecture de l'information qui soit la plus adaptée possible, la plus logique possible pour vos utilisateurs. Dans un tri de cartes classique, donc en général, un tri de cartes qu'on appelle ouvert, on va demander aux participants de créer chacun leur structure, donc individuellement, en partant d'une page blanche, sans jamais les confronter à celle des autres utilisateurs. Donc on leur donne des cartes qui sont des labels de contenu qu'ils vont devoir assembler, catégoriser, et ils vont donner des noms à ces labels de contenu. Une fois qu'ils ont fini, on va agréger, combiner les données de tous les tris par des matrices ou des dendrogrammes, donc des analyses statistiques, qui vont en déduire une structure d'information cohérente. Dans la variante du tri de cartes Delphi, qui est un peu plus guérilla, donc là, les participants vont recevoir les cartes déjà triées d'un premier participant qui est le participant source. Donc en gros, vous avez un seul participant qui va faire un tri de cartes ouvert classique, donc qui va y passer probablement 45 minutes ou 1 heure. Et une fois que ce participant a fini, ça va être donc sa catégorie, exactement la structure qu'il a définie, va être la base que vous allez donner aux prochains participants pour créer leur tri. Donc comme ils ont cette base, évidemment, ils n'ont pas besoin de tout recommencer. La seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est de modifier ce qui ne leur plaît pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Bon, ils pourraient tout recommencer sur le principe, ce n'est pas interdit, mais généralement, ils vont donc modifier, renommer des catégories, déplacer des cartes, déplacer des catégories, et ils vont ainsi, du coup, faire leur structure sur cette base. Et à chaque participant, vous donnez la base du participant précédent. Ce qui fait que finalement, il y a plusieurs avantages. Non seulement la passation elle est de moins en moins longue, puisque généralement la structure qui se fait elle devient de plus en plus consistante, cohérente et homogène. Donc ça s'améliore itérativement. Et aussi, vous avez une charge cognitive qui est moins importante pour les participants. Parce qu'un tri de cartes classique, quand les participants, voilà, vous les installez à la table ou que vous faites ça en ligne, et qu'ils ont 65 ou 70 cartes à trier, au début, c'est un peu lourd. Donc on se dit, ouf. Bon. Donc là, moins d'efforts cognitifs. Et ce qui est bien aussi, c'est que contrairement au tri classique qui nécessite une analyse des données, une interprétation des données, donc vous allez me dire, oui, les logiciels qui font du tri de cartes en ligne vous donnent les matrices. Ils vous donnent les matrices, mais ils ne vous donnent pas l'interprétation. C'est l'interprétation qui a besoin d'un petit peu d'expertise. Dans le tri Delphi, vous n'avez pas besoin d'interpréter les données, puisqu'en fait, la structure naturelle la plus cohérente a été faite au fur et à mesure par vos participants directement. Et ça vous permet aussi, comme vous n'avez pas besoin de faire des analyses statistiques, d'économiser sur le nombre de participants, puisque là, 8 participants, enfin entre 6 et 10, ça dépend des cas, participants vont suffire pour vous donner un tri de cartes qui soit en général cohérent. Tandis que dans le tri de cartes classique, vous êtes sur plus que 30 participants au minimum. Alors voilà pour les exemples. Pour la phase d'évaluation, qui est la dernière, je ne vais pas reparler aujourd'hui des tests utilisateurs, puisque c'est vraiment la facette du guérilla qui est la plus abordée. Il y a beaucoup de blogs là-dessus. Bon, tout ce qui est dit n'est pas toujours
exact ou vraiment précis, mais en tout cas, c'est vraiment le plus connu. Par contre, les indispensables du Quick and Clean que je vais citer maintenant s'appliquent aussi au test guérilla. Alors, on vient de voir beaucoup d'exemples dans la conférence, pas dans le détail, mais j'espère que vous avez, comme ça, eu un espèce de petit panorama des possibilités qui s'offrent à vous et aussi du fait qu'on peut faire les choses différemment et c'est pas grave et parfois c'est même bien. Donc, faut pas hésiter. Mais il y a quand même des indispensables à garder en tête quand on choisit et qu'on applique une méthode. Le premier critère, non négociable, ce sont les participants. Donc les participants que vous allez solliciter, ça doit être des utilisateurs cibles. Ce n'est pas le nombre de participants qui est important, c'est leurs caractéristiques. Et donc ça implique finalement de les définir précisément pour savoir où les trouver, où les recruter. Alors on entend parfois qu'un peu de recherche guérilla, c'est mieux que pas de recherche du tout, surtout dans le cas des tests Starbucks. Ben faites attention parce que si vos participants ne sont pas vos participants cibles, eh bien ça peut être pire que pas du tout. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez collecter des données, donc vous allez avoir une espèce de confiance en vous sur les décisions ultérieures que vous allez prendre. Et le problème, c'est que baser des décisions ultérieures sur de fausses hypothèses dans lesquelles vous avez confiance, c'est pire que d'avancer dans votre projet en n'ayant pas de certitude. Quand vous n'avez pas de certitude, au moins vous êtes prudent dans les différentes phases. Donc soyez ingénieux dans la manière dont vous allez recruter les utilisateurs. Par exemple, là, c'est un projet qui s'appelle Service Kitchen, où la personne doit interroger les citoyens. Et donc, il traîne un peu ce petit dôme-là, qui est très marrant dans les villes. Et non seulement c'est attirant, les gens regardent un petit peu ce que c'est, et en plus, ça leur permet vraiment de faire tout un tas de recherches à l'abri de peu importe la météo, on peut toujours faire de la recherche. Deuxième critère, faites attention aux biais. Donc, ce qu'on appelle des biais, c'est la distorsion des données par des variables qu'on appelle confondues en recherche. On ne peut pas éviter complètement les biais, mais on doit prendre garde à les réduire au maximum. Il y a des biais qui sont liés à l'échantillonnage, donc au choix de vos participants. Il y a des biais qui sont liés à vos propres hypothèses, qu'en général, vous allez chercher indirectement à confirmer à travers les différentes méthodes. Il y a des biais qui sont liés aux participants, qui vont vouloir vous faire plaisir, se comporter de manière socialement désirable, etc. Donc certaines méthodes sont plus prônes que d'autres aux biais, et donc ça, c'est vraiment dans votre choix que vous allez devoir poser cette question. Troisième indispensable, pré-tester. Pré-tester toujours les outils, activités, pour voir s'ils sont bien compris, s'ils sont engageants, s'ils sont ludiques, et surtout s'ils produisent les résultats appropriés. On néglige très souvent le pré-test, parce qu'on est un peu dans le rush, c'est charrette, et voilà, on fait les choses de dernière minute. Et surtout pour le guérilla, parce qu'on s'imagine que comme c'est guérilla, on n'a pas besoin de faire proprement un pré-test. Mais avec 2-3 pré-tests rapides, vous arrivez vraiment à une bien meilleure qualité des données recueillies. Donc là, on a un exemple à l'université, toujours dans nos petits kits dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voulait que les étudiants dessinent eux-mêmes leur espace. Et donc, on s'est dit, on va faire un petit kit dans lequel on va mettre des petits stickers avec des meubles, des technologies, un plan et une fiche mission. Et au début, on s'est contenté donc, de faire un rectangle basique, donc là, avant pré-test. On s'est dit que les gens allaient comprendre que ça, c'est une pièce et que là-dedans, ils doivent faire un espace, et qu'ils allaient comprendre qu'on ne veut pas seulement qu'ils collent des stickers, mais qu'on voudrait aussi qu'ils créent vraiment quelque chose, qu'ils fassent des divisions dans la pièce, etc. Mais après quelques pré-tests, on a observé qu'en fait, ça ne suffisait pas du tout et qu'il faut vraiment prendre les gens par la main et que le premier template qu'on avait fait nous donnait finalement des données pas qualitatives. Donc comme on voit là, les gens collaient vaguement 3 stickers au milieu du rectangle, mais ils n'imaginaient pas que c'est une pièce. Et avec un tout petit peu de détails retravaillés, un tout petit peu d'aide aux participants, on en arrive à des données comme celle-là, où là, les gens vont rajouter des meubles, vraiment s'approprier le truc, annoter, etc. Et les pré-tests, finalement, nous ont pris probablement moins de 40 minutes ou moins de 30 minutes. Et vous voyez que la richesse des données collectées sur 150 kits, elle dépend vraiment du fait que vous ayez pris ces 30 minutes-là à un moment donné. Et dernier indispensable, je vous apprends probablement rien en vous disant que le maquettage, c'est la clé de voûte du design UX, puisqu'on fonctionne de manière itérative. Il est de plus en plus adopté par les professionnels, même dans les startups, les gens commencent à maqueter. Mais ce qui est moins compris au sujet du maquettage, c'est le côté basse fidélité, le côté maquettage papier, etc. Donc on a souvent des gens maintenant qui vont utiliser des logiciels sophistiqués, parce qu'on a ces logiciels à disposition, et ils vont carrément créer des prototypes animés, en couleur, esthétiques, c'est super joli, ça a l'air beau, ça a l'air fini. Le problème, c'est qu'en créant ces prototypes trop beaux,
trop fini, vous allez vous enlever tout un tas de feedback utilisateurs qui pouvaient être super utiles pour votre projet. Donc, le prototypage rapide, souvent en papier carton, ça a l'air quick and dirty pour le coup, mais c'est vraiment indispensable et on peut tout maqueter. Donc là, vous avez une maquette de service avec des mobiliers en carton. Là, vous avez le même genre avec des mobiliers profilés uniquement pour que les gens arrivent à se projeter dans un espace avant de concevoir l'espace. Là, vous avez une maquette de jeu sur tablette. Et avec les petits bâtons, ils arrivent carrément à simuler les éléments qui arrivent sur le petit bonhomme. Donc, c'est même interactif. Une maquette de véhicule autonome. En fait, c'est une voiture dessinée à la craie sur une place de parking. Et la personne a juste mis des chaises dedans. Et là, le but, en fait, c'est qu'avant de faire des maquettes 3D complexes d'un véhicule autonome, comme ça n'existe pas, on veut juste comprendre qu'est-ce que les gens feraient de leur temps pendant que la voiture les emmène. Donc, ce que cette designer a fait, c'est qu'elle a dessiné la voiture au sol et elle a dit aux gens, ben voilà, vous avez une demi-heure de trajet, qu'est-ce que vous faites? Et elle a croisé plusieurs données, quand les gens sont tout seuls, quand les gens sont en groupe, etc. Et comme tout est flexible dans ce type de maquette, les participants, ils ne se gênent pas. Hein. S'il faut pousser un siège, ils vont l'enlever. Tandis que si vous leur montrez une vraie voiture autonome, bah, c'est plus difficile d'aller vraiment bouger les éléments. Et le dernier, un de mes préférés, donc ça a fait pas mal de buzz, c'est une expérimentation de Ford pour explorer comment les gens, notamment les piétons, vont réagir à des voitures sans chauffeur. Et donc là, on a un homme ici, oui, c'est vrai, on a un homme déguisé en siège automobile vide. Et ça, c'est assez incroyable, je trouve ça fantastique. Ils ont fait toute une petite vidéo. Et les gens, en fait, sont hallucinés parce que la voiture a l'air de rouler tout seul. Et ce mec-là, il a juste un bout de... voilà quoi, il est déguisé en siège, complètement ridicule. Mais pour les besoins d'exploration de ce projet-là, ça fonctionne, quoi. Et en plus, ça interpelle, donc c'est intéressant. En conclusion, on a vu beaucoup d'exemples dans la conférence, pas dans le détail, mais j'aimerais vous dire, peu importe votre budget, peu importe vos contraintes, il y a toujours un chemin. Il y a toujours une façon d'appliquer l'une ou l'autre des méthodes pour améliorer votre produit. C'est peut-être pas celle qui est expliquée dans les bouquins, mais c'est pas grave. Trouvez un chemin et essayez quand même de faire quelque chose à votre niveau. Il y a une question qu'on me pose souvent qui est « Karine, tu as écrit un livre sur les méthodes, mais c'est quoi la meilleure méthode ?» En fait, il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est vraiment la méthode de vos projets. Donc c'est à vous de faire les bons choix et de considérer en fait les différents facteurs pour faire ces choix. Et j'ai tendance à dire que le meilleur UX designer, c'est celui qui sait faire des choix par rapport à ses contraintes et à ses ressources. Donc ne vous fixez pas sur une seule méthode, explorez, essayez d'avoir dans votre toolkit un ensemble de méthodes que vous allez pouvoir combiner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un stéréotype assez véhiculé, une méthode, ce n'est pas une recette de cuisine. Parce que dans une recette de cuisine, il suffirait de mélanger des ingrédients prédéfinis, de suivre consciencieusement les étapes, pour arriver à un résultat quasi garanti. Quoique dans mon cas, même quand je suis les étapes des recettes de cuisine, ça ne fonctionne pas bien. Mais une méthode en design UX, c'est vraiment un guide d'action. Ça doit être configuré, elle doit être adaptée, elle doit être combinée à d'autres pour répondre aux besoins de votre projet. Donc on parle plutôt d'ingrédients ou de repas. Et en fait, tout comme la qualité de ce qui est cuisiné va refléter la qualité des ingrédients qu'il y a dedans, et bien la qualité d'une démarche UX va vraiment refléter la qualité, la façon dont vous avez configuré et combiné vos ressources à l'intérieur de ce projet. Et enfin, l'UX design, ce n'est pas une discipline figée, c'est tout jeune, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et idéalement, si on applique nos méthodes à nous-mêmes, nos propres principes, alors on doit innover dans nos méthodes, on doit innover dans nos process, on doit inventer de nouvelles techniques, où on doit améliorer itérativement celles qu'on utilise. Et c'est vraiment cette capacité d'innovation de nos propres méthodes qui nous permet de nous adapter à des projets et à des utilisateurs qui vont être toujours en constante évolution. Donc, j'aimerais, si c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui, vous dire « Soyez créatifs, expérimentez, osez ». Merci pour votre attention. Merci Karine Lallemand. On va prendre un certain nombre de questions. Est-ce que... levez la main si vous avez des questions. Moi, en termes de... Je vais dire que je suis un peu la mouche sur le mur aujourd'hui et je me suis aperçu que les gens prenaient beaucoup de photos de ces slides. Est-ce qu'on pourra avoir à disposition ces slides? Oui, tout est à disposition. Je pense même que les organisateurs ont prévu de les récupérer pour les participants. D'accord, donc vous pouvez ranger les photos. Non, c'est pour Twitter, les photos. Vous êtes observateur, mais vous interprétez mal. Merci. Alors,
Puisque je suis pris à partie, moi, d'une manière générale, tu viens de casser 90% de mes convictions sur le UX, donc bravo, merci. Est-ce qu'il y a une première question quelque part? Il n'y a pas de question? Silence. Il y a toujours une question, normalement. Ils sont en train de digérer parce que c'était un petit peu lourd. Donc je vais poser la première question. Ouais. Karine, est-ce que tu ne penses pas que, c'est une question avec un biais, est-ce que tu ne penses pas que c'est d'abord un frein culturel, en fait, l'adoption de saines méthodes comme ça et de ce type de démarche, notamment dans les startups? Alors, je ne pense pas que c'est un biais culturel forcément dans les startups. Je pense que les startups, elles manquent vraiment de connaissance de ce qu'est l'UX design. On a souvent des gens qui sont jeunes, dynamiques, qui ont des grandes idées, des belles idées. Le problème, c'est que quand on est dans une startup, on est une toute petite équipe, donc on ne peut pas avoir les compétences pour tout faire. Donc, ils ont besoin de pitcher leur business, ils ont besoin de faire du marketing, ils ont besoin d'avoir un bon produit, de s'y connaître en technologie. Et du coup, on ne peut pas leur demander de connaître tout ce qui se fait. Et je pense que c'est la raison principale, c'est qu'ils ont une méconnaissance de certains domaines qui pourraient vraiment les aider. Et c'est aussi pour ça que je parle du guérilla aujourd'hui, c'est que je me dis que des petites choses simples pourraient vraiment améliorer la vie dans les startups et puis vraiment leur faciliter les choses dans le process, d'aller à la rencontre de leurs utilisateurs. Donc, oui, si vous n'avez pas 80 personnes dans votre département de design, c'est quelque chose qui peut être utile. Est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi lié à la technologie, ce que tu évoquais vers la fin, c'est-à-dire comme on peut faire finalement assez facilement des choses qui ont l'air déjà terminées, et ben, du coup on se retrouve un peu esclave de son outil et on perd ces étapes en fait, notamment de travailler papier-crayon, de bouger les chaises sur le sol. Est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi qui est lié à l'usage d'outils trop perfectionnés? Ouais, ou trop facile. Je pense effectivement que plus les outils de design, de maquettage deviennent faciles et populaires, plus les gens se disent « Ah bah c'est chouette, je peux tout de suite faire quelque chose de beau ». Et c'est sûr qu'il y a une certaine frustration à montrer à des utilisateurs potentiels des choses qui sont moches, pas finies, à l'état vraiment de carton, papier comme ça, griffonné. Et en même temps, il faut faire son deuil là-dessus, je pense, de l'esthétique, pour en arriver à quelque chose où on se dit à chaque niveau de fidélité dans la maquette, correspond à un objectif différent. C'est-à-dire que si vous présentez tout de suite à une personne quelque chose de beau, de finalisé, elle ne va pas vous faire des remarques de fond. Vous allez avoir des remarques plutôt sur l'esthétique, sur différents aspects qui ne sont pas des aspects structurels et qui doivent venir finalement plus loin dans votre projet. Donc en amont du projet, quand vous êtes au début, c'est vraiment indispensable d'oser présenter des choses qui ont l'air pas finies, d'oser mettre les gens sur une place de parking, avec un petit dessin à la craie. Et ça fonctionne bien et les gens se prennent au jeu. Et, voilà. Merci Karine, merci beaucoup pour vos questions. Merci. J'en ai une là quand même. Ah. Il y a toujours une question. La présentation, vous dites? Les slides? Oui, les organisateurs vont la voir dans 1 heure. Voilà. Merci. Un peu de patience. Donc on peut applaudir Karine, à nouveau.